En ce moment même, derrière le rideau d'eau le plus célèbre d'Amérique du Nord, quelque chose disparaît. Pas un panache de brume, pas une variation saisonnière, pas une diversion officielle vers les turbines hydroélectriques. Non. De l'eau entre dans le système du Niagara et une partie de cette eau n'en ressort plus là où elle devrait. Ce que les scientifiques ont trouvé dans les données de la semaine dernière change tout. Le mardi 3 mars 2026, à 6h17 du matin, heure de l'Est, une vérification de télémétrie de routine au poste de surveillance de Goat Island fait remonter une anomalie de débit qui arrête net l'analyste de garde. Entre les mesures amont de la rivière Niagara, au nord de Grand Island, et le volume observé au passage des crêtes des chutes américaines et du Horseshoe Falls, il manque de l'eau. Pas quelques litres, pas une dérive instrumentale. Il manque, selon les calculs préliminaires, l'équivalent d'environ 2,3 millions de gallons par heure. Plus de 8,7 millions de litres. Chaque heure. Chaque heure depuis plusieurs jours. Chaque heure sans explication de surface. À 6h22, l'ingénieur de permanence appelle son superviseur chez lui. Ceux qui ont déjà travaillé sur des infrastructures critiques le savent. On n'appelle pas un supérieur avant l'aube pour une courbe un peu sale. On le fait quand une série de chiffres cesse de ressembler à un bruit statistique et commence à ressembler à un mécanisme physique. À 7h45, un appel prioritaire réunit des représentants techniques des autorités hydrauliques et des équipes d'évaluation géotechnique. Les phrases sont prudentes. Les voix, elles, le sont moins. Le différentiel est confirmé sur les jeux de données secondaires, dit un opérateur. Nous n'avons pas d'explication compatible avec les pertes autorisées, répond un autre. Puis cette formule, sèche, presque clinique, qui tombe comme un verdict provisoire. Infiltration souterraine probable. À midi, le mot que personne ne voulait prononcer circule dans les échanges officiels. L'eau descend. La question est monstrueusement simple. Où va-t-elle? Et qu'emporte-t-elle avec elle? Il faut comprendre ce que représente un tel volume pour saisir pourquoi cette histoire n'a rien d'une curiosité technique. À cette cadence, la perte correspond à plusieurs milliers de gallons par minute qui quittent le circuit visible. Assez pour transformer une anomalie locale en symptôme régional. Assez pour que toute l'architecture de confiance construite autour des chutes, confiance touristique, confiance énergétique, confiance géologique, commence à se fissurer en même temps que la roche. Car Niagara n'est pas seulement une carte postale. Niagara est un système réglé au millimètre, surveillé, négocié, partagé entre deux pays, calibré entre l'esthétique, l'hydroélectricité, la sécurité publique et l'érosion. Une partie considérable du débit naturel est déjà dérivée par des ouvrages autorisés de longue date. Ce que les visiteurs regardent depuis les plateformes n'est pas une sauvagerie intacte, c'est une sauvagerie administrée. La beauté elle-même y est une variable réglementée. Et cela rend l'anomalie encore plus inquiétante. Quand un système déjà géré au plus près commence à perdre de l'eau en dessous, dans l'invisible, il ne lui reste plus beaucoup de marge. Le plus troublant n'est pas la quantité perdue. Le plus troublant, c'est l'endroit où la perte semble se produire. Sous les chutes, sous la gorge, sous les zones d'appui que des millions de pas survolent chaque année, il y a la roche. Et sous cette roche, il y a des fractures. De la dolomie, du calcaire, des couches siluriennes anciennes de plus de 400 millions d'années, déposées dans une mer disparue bien avant l'apparition des grands lacs, bien avant l'homme, bien avant la frontière. Une fondation vieille de plusieurs ères, qui paraît immobile à l'œil nu, mais qui, au contact de l'eau, du dioxyde de carbone, de la pression et du temps, n'a jamais cessé d'évoluer. La dissolution du calcaire n'a rien d'un spectacle. Elle ne produit ni flamme ni panique immédiate. Elle est plus sinistre que cela. Elle travaille en silence. Elle ouvre des fissures, élargit des réseaux, vide la matière depuis l'intérieur. On ne la photographie pas facilement. On la déduit par ce qui manque. Un hydrologue peut fixer une série temporelle pendant des heures avant de comprendre que le véritable événement n'est pas ce que montrent les valeurs, mais ce qu'elles ne retrouvent plus. Et c'est exactement ce qui donne à cette crise sa tonalité si particulière, presque insupportable. Niagara continue de rugir. La brume continue de monter. Les projecteurs continuent d'illuminer l'eau la nuit comme si de rien n'était. Les visiteurs continuent de s'approcher des garde-corps avec le même réflexe ancestral. Regarder tomber.
Pourtant, une partie du drame ne tombe plus. Elle s'enfonce. Elle glisse sous le décor, dans une architecture karstique que les ingénieurs connaissent depuis des décennies, qu'ils surveillent, qu'ils colmatent, qu'ils espèrent contenir, mais qu'ils n'ont jamais réellement annulée. Les valeurs ne concordent pas avec une explication atmosphérique ou de surface, aurait résumé une scientifique lors d'un briefing technique préliminaire. C'est une phrase sobre. Dans la langue des experts, c'est presque une alarme. Cela signifie « Ce que nous voyons n'est pas un effet de pluie, pas une erreur d'évaporation, pas un caprice du vent, pas un décalage de capteur. Cela signifie « Quelque chose sous le monument le plus visité de la région commence à absorber ce que la physique de surface devrait nous laisser voir. Et quand la roche d'un tel site commence à boire, ce n'est jamais seulement de l'eau. C'est du temps, c'est de la portance, c'est de la stabilité. » C'est la promesse implicite que l'être humain a faite à lui-même en posant des belvédères, des routes, des centrales, des quais et des hôtels au bord d'une gorge en mouvement. Tout cela tiendra encore demain. Voilà pourquoi cette date, ce mardi 3 mars 2026 à 6h17, compte déjà plus qu'une simple heure sur un relevé. C'est peut-être le moment précis où une inquiétude ancienne a cessé d'être théorique. Le moment où des décennies de surveillance ont enfin trouvé ce qu'elles redoutaient, sans pouvoir le nommer franchement. Le moment où les chiffres ont commencé à dire que la roche sous Niagara ne se contente plus de s'user lentement. Elle est peut-être en train de céder, à sa manière, dans son langage minéral, selon son propre calendrier. Et ce calendrier, lui, ne négocie ni avec les traités, ni avec les budgets, ni avec la saison touristique. Il avance, battement après battement, comme un pendule invisible sous des millions de tonnes d'eau. À partir de ce point, il faut ralentir et regarder le mécanisme. Parce qu'une catastrophe géologique devient vraiment terrifiante au moment où elle cesse d'être un mot et redevient un processus. Ce qui se joue sous Niagara n'est pas un effondrement hollywoodien surgissant en une seconde, mais une chaîne de causes et d'effets où chaque maillon rend le suivant plus probable. Le 3 mars 2026, après la détection initiale de 6h17, les équipes techniques ne se contentent pas de revérifier les débitmètres. Elles recomposent le bilan hydrique complet du secteur. Mesures amont, débit aux crêtes, déviations connues vers les ouvrages hydroélectriques, variations journalières imposées par la gestion binationale du fleuve, perte de charge attendue, marge instrumentale. Tout ce qui peut être expliqué par la réglementation ou par l'hydraulique de surface est retiré de l'équation. Et à la fin, il reste ce noyau dur, ce résidu qui ne disparaît pas quand on affine les calculs. De l'eau manque. Le 4 mars, les premières unités de radar à pénétration de sol sont déployées le long de la gorge. Le choix des secteurs n'est pas laissé au hasard. Goat Island d'abord, parce que cette île divise le fleuve juste avant les chutes et repose elle-même sur une structure rocheuse déjà connue pour ses cavités et ses circulations internes. Ensuite, les zones proches des plateformes d'observation et des appuis les plus exposés, là où l'intersection entre charge touristique, géométrie de la gorge et hétérogénéité lithologique rend la surveillance prioritaire. Enfin, plusieurs transects sont établis parallèlement à la ligne de crête du Horseshoe Falls, là où la courbure même du front de chute concentre les contraintes et les infiltrations. Le 5 mars, les premiers profils radars reviennent avec une signature qui inquiète immédiatement les géophysiciens. Dans ce type de données, l'angoisse ne vient pas d'une image nette comme dans un film, mais de discontinuités répétées, d'échos qui reviennent trop tard, d'intervalles où la roche ne se comporte plus comme un massif cohérent. Des zones de faible densité effective, des fractures ouvertes, des vides potentiels. Autrement dit, la fondation ne répond plus partout comme une fondation. Ce n'est pas une cavité isolée, c'est un réseau connecté, aurait résumé un spécialiste pendant une réunion technique. Et ce détail change tout, parce qu'un vide solitaire est un problème local. Un réseau de vide devient un système de transfert. L'eau n'y tombe pas simplement. Elle circule, elle accélère, elle dissout, elle agrandit. Le 6 mars, la chronologie prend une dimension encore plus grave, avec l'installation de capteurs de pression dans deux zones considérées comme actives. L'objectif est simple, distinguer une poche d'eau stagnante d'un écoulement dynamique. Les relevés préliminaires montrent des fluctuations compatibles avec un flux réel sous pression. Cela signifie que l'eau ne s'accumule pas seulement, elle traverse. Elle utilise la fracture comme un conduit.
Et une fracture alimentée en continu dans du calcaire ou de la dolomie n'est pas un état passif. C'est une usine lente à fabriquer davantage de fractures. C'est ici qu'il faut parler de karstification, parce que ce mot apparemment technique décrit en réalité une forme de dévoration. L'eau de pluie, chargée en dioxyde de carbone, devient légèrement acide. À l'échelle humaine, cette acidité est faible. À l'échelle des siècles et sous pression, dans des roches carbonatées, elle est implacable. Elle attaque les liaisons minérales, dissout la matière, élargit les joints, transforme les faiblesses préexistantes en couloirs préférentiels, puis en cavités. Sous Niagara, ce phénomène n'est pas uniforme. Il dépend de la disposition des couches, des failles anciennes, des diaclases, de l'alternance entre niveaux plus résistants et niveaux plus friables, de la pression exercée par la colonne d'eau au-dessus, de la vibration constante imposée par le débit et de la géométrie de la gorge elle-même. Le 7 mars, les équipes croisent les données géophysiques avec les cartes géologiques historiques et les relevés anciens issus des campagnes précédentes. C'est là qu'apparaît l'un des éléments les plus sombres du dossier. Rien de ce qui est observé n'est entièrement neuf. Des indices de circulation souterraine existaient déjà. Des zones de faiblesse étaient cartographiées depuis des décennies. Des travaux de stabilisation, des boulonnages, des drainages, des consolidations locales avaient été conçus précisément parce que la question de la portance de certaines masses rocheuses n'avait jamais cessé d'exister. Ce que mars 2026 apporte, ce n'est donc pas l'invention du problème. C'est la preuve que le problème a changé d'échelle. Le 8 mars, les analystes isolent une structure prioritaire, une fracture principale courant en partie parallèlement à la crête du Horseshoe Falls, à faible profondeur relative. Son intérêt ne vient pas seulement de sa longueur, mais du fait qu'elle se situe dans une zone de transmission de contraintes extrêmes. Au-dessus, un débit colossal. À proximité, une morphologie en fer à cheval qui redistribue les efforts. En dessous, une roche carbonatée travaillée par l'eau depuis des millénaires. Lorsque la fracture s'ouvre dans un tel contexte, elle ne soulage pas forcément le système. Elle peut aussi le réorganiser brutalement. Une partie de l'eau cesse alors de suivre le trajet visible, celui de la chute spectaculaire et des embruns, pour prendre le trajet invisible, celui de la pression, du vide, de la dissolution. Le 9 mars, les équipes de synthèse commencent à produire le genre de documents que les institutions lisent avec une prudence extrême. Carte d'anomalie, corridor de circulation, corrélation entre perte hydraulique et structures souterraines, estimation du caractère évolutif des vides, et surtout cette idée terrible qui se dessine en filigrane. Le phénomène ne se contente pas d'exister, il semble s'auto-entretenir. Plus l'eau s'infiltre, plus elle élargit les chemins d'infiltration. Plus elle élargit les chemins, plus le débit souterrain potentiel augmente. Plus ce débit augmente, plus la roche perd de la matière et de la cohésion. C'est une boucle de rétroaction, une boucle froide, minérale, sans intention, mais extraordinairement efficace. Le 10 mars, au cours d'un briefing technique, un géologue formule le cœur du problème avec une brutalité presque désarmante. La fondation ne fuit pas seulement, elle diminue. Voilà la vraie chronologie. On commence par des chiffres qui ne collent pas, on vérifie, on revérifie, on déploie les instruments, on découvre des vides, on mesure du flux, on identifie des fractures connectées. On comprend que la dissolution n'est pas un arrière-plan géologique abstrait, mais un processus actif. Et soudain, tout ce qui semblait permanent change de nature. Les chutes ne sont plus seulement un décor soumis à l'érosion lente. Elles deviennent l'expression visible d'un système en train de se redistribuer par en dessous. Ce qui tombe au-dessus fascine les touristes. Ce qui circule au-dessous terrifie les ingénieurs. Parce qu'à partir du moment où l'eau choisit la roche au lieu du vide libre, ce ne sont plus seulement les chutes qui sont concernées. Ce sont les plateformes, les quais, les conduites, les accès, les fondations, les talus, les zones d'appui, l'économie locale et, au fond, la confiance humaine dans la stabilité du paysage. Le pendule continue de battre. À la surface, Niagara semble inchangé. Sous la surface, les délais raccourcissent. Pour comprendre pourquoi l'alerte de mars 2026 glace autant les géologues, il faut replacer Niagara dans sa longue minérale. Les catastrophes les plus dangereuses ne commencent presque jamais au moment où le public les découvre. Elles commencent des siècles, parfois des millénaires plus tôt,
dans des processus lents que l'être humain tolère parce qu'ils dépassent l'échelle d'une vie. Niagara est précisément cela, un désastre patient, une cicatrice hydraulique ouverte à la fin de la dernière glaciation, qui n'a jamais cessé d'avancer sous couvert de spectacle. Il y a environ 12 000 ans, lorsque les calottes glaciaires se retirent et que les eaux de fonte réorganisent le réseau des grands lacs, le drainage vers l'Atlantique change brutalement de géométrie. Le Niagara moderne naît de cette réorganisation. Les chutes n'étaient pas là où nous les voyons aujourd'hui. Elles se trouvaient bien plus en aval, vers l'actuelle zone de Queenston-Lewiston. Depuis, elles ont reculé de plusieurs kilomètres en mordant la roche couche après couche. Le terme technique est simple, recul de la ligne de chute. Mais derrière cette expression sèche se cache un mécanisme d'une violence magnifique. Une couche résistante en surface, souvent dolomitique. En dessous, des niveaux plus tendres, plus vulnérables à l'érosion et à l'altération. L'eau attaque la base, déchausse la corniche, crée un surplomb, puis la gravité termine le travail. La chute ne reste pas immobile. Elle sape, elle fracture, elle arrache, elle se retire. Ce que les visiteurs prennent pour l'image éternelle de Niagara n'est qu'une image temporaire, capturée à un instant de son mouvement. Les savants du XIXe siècle l'avaient compris bien avant nos capteurs. Lorsque Charles Lyell observe Niagara en 1842, il y voit déjà la preuve que le paysage n'est pas figé. Ces estimations du recul impressionnent encore aujourd'hui par leur justesse relative, même si les rythmes ont varié avec le temps et avec l'intervention humaine. Dans ces notes, on sent presque l'étonnement scientifique devant ce fait si simple et si déstabilisant. Même ce monument-là recule. Même ce monument-là perd. Et s'il recule, c'est que sa base cède. La question de 2026 ne surgit donc pas dans un vide historique. Elle s'inscrit dans une suite logique de signaux que l'on a souvent relégués au rang d'épisodes isolés. En 1891, une portion importante du secteur des chutes américaines s'effondre. Les récits de l'époque parlent d'un bruit prolongé, d'un grondement rocheux, d'une masse gigantesque quittant la crête pour s'abattre dans la gorge. Les chiffres varient selon les sources, comme toujours lorsqu'on tente de mesurer après coup un événement chaotique, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est que Niagara a déjà montré sa capacité à rompre brutalement. Les témoins n'ont pas vu seulement une chute d'eau. Ils ont vu la structure qui portait cette chute rappeler à tout le monde qu'elle n'était pas acquise. Puis l'événement est entré dans les archives, les cartes postales ont continué à se vendre et la mémoire collective a refermé la blessure. C'est un schéma récurrent dans l'histoire des risques naturels. Tant que le système se remet à fonctionner visuellement, la société suppose qu'il est revenu à la normale. Or, en géophysique, le retour à l'apparence n'est pas le retour à l'état initial. Un massif qui a rompu n'est plus le même massif. Une fracture qui a pris l'eau n'est plus la même fracture. Une gorge qui a connu un épisode majeur intègre cet épisode dans toutes ses contraintes futures. Le précédent le plus troublant reste pourtant celui de 1969. Cette année-là, les ingénieurs américains interrompent complètement le flux des chutes américaines grâce à un bâtard d'eau provisoire. Pour beaucoup, cela ressemble encore aujourd'hui à une anecdote presque irréelle. On a éteint une chute d'eau. Mais la motivation technique était sérieuse. Il fallait examiner l'état de la paroi, du talus d'ébouli et de la stabilité générale. Ce qui apparaît alors aux équipes n'a rien d'une simple curiosité géologique. Les inspections révèlent des fractures, des zones de faiblesse, des masses rocheuses instables. Et surtout, une évidence que tout ingénieur honnête sait reconnaître. Le problème n'est pas seulement ce qu'on voit à l'extérieur, mais ce qui soutient l'extérieur. Des solutions sont envisagées, discutées, certaines appliquées, d'autres abandonnées. On parle de drainage, d'ancrage, de surveillance. Mais aucune mesure ne transforme une roche karstifiée en roche intacte. On peut ralentir, répartir, contenir. On ne peut pas restaurer le temps perdu par dissolution. C'est là que les données de mars 2026 prennent une résonance presque sinistre. Elles ne décrivent pas un accident inédit. Elles révèlent que tous les avertissements disséminés dans l'histoire de Niagara étaient peut-être les battements d'un même pendule. Recul plurimillénaire, effondrement du XIXe siècle, inspection d'urgence du XXe siècle, renforcement ponctuel, surveillance constante. Puis soudain, au XXIe siècle, l'eau commence à manquer dans les bilans de débit visibles.
comme si tout ce que les épisodes antérieurs suggéraient à voix basse se mettait enfin à parler fort. Les parallèles historiques ne s'arrêtent pas à Niagara lui-même. Partout où l'eau rencontre durablement des roches carbonatées, le même langage géologique finit par émerger. Dissolution, cavité, perte, affaissement, rupture localisée. La Floride l'a appris au prix de ses dolines. Certaines régions des Balkans, de Chine méridionale ou du Yucatan vivent depuis longtemps avec une géographie du vide, où la surface n'est qu'une peau suspendue au-dessus d'un système de drains et de chambres invisibles. La différence, à Niagara, est presque philosophique. Ici, le karst ne menace pas un lotissement anonyme ou un champ éloigné. Il travaille sous l'un des paysages les plus observés, les plus photographiés, les plus économiquement exploités de la planète. Et cette visibilité rend le contraste plus brutal encore, parce que la catastrophe ne ressemble pas à ce que le public imagine. Elle ne commence pas par le silence, mais par le bruit continu. Elle ne commence pas par l'absence d'eau, mais par son excès apparent. Elle ne commence pas à l'endroit où l'on regarde, mais à l'endroit où l'on ne regarde jamais. Plusieurs scientifiques l'ont rappelé dans les jours qui suivent les premières fuites d'informations techniques. La dissolution ne se voit pas d'abord à la surface, elle se voit dans les bilans, résume l'un d'eux dans une transcription reprise par la presse spécialisée. Une autre formule circule dans les couloirs universitaires. Le paysage emblématique repose sur un déficit de matière. C'est brutal, mais exact. Sous chaque mètre cube d'eau qui frappe la gorge, il y a une négociation entre la résistance de la roche et sa perte progressive. Tant que cette négociation reste lente, la société s'adapte. Quand elle accélère, tout l'édifice narratif du lieu se fissure. Car Niagara a été vendu au monde comme un symbole de permanence romantique, de puissance naturelle éternelle, de stabilité sublime. Or, son histoire scientifique raconte exactement l'inverse. Elle raconte un système transitoire, en recul depuis sa naissance, surveillé parce qu'il est fragile, renforcé parce qu'il est compromis, admiré justement parce qu'il donne l'illusion d'une force absolue alors qu'il repose sur une faiblesse stratifiée. Et c'est cela peut-être le véritable écho du passé. L'histoire de Niagara n'est pas l'histoire d'une merveille invulnérable, c'est l'histoire d'une ruine en mouvement, assez vaste pour paraître éternelle, assez lente pour rassurer les générations, mais jamais assez stable pour mériter la confiance aveugle que nous lui avons accordée. Le moment où une crise géologique devient une crise humaine arrive toujours plus vite que les institutions ne veulent l'admettre. Tant que l'événement reste contenu dans des courbes, des coupes stratigraphiques, des vitesses d'infiltration et des anomalies radars, il appartient encore au monde des experts. Mais Niagara n'est pas un canyon désert. Niagara est un carrefour. Un décor de lune de miel devenu une machine économique. Un site industriel déguisé en paysage romantique. Un lieu où la géologie soutient, littéralement, des hôtels, des parkings, des plateformes, des centrales, des routes, des quais, des réseaux électriques, des conduites, des commerces, des emplois, des familles entières. Quand la roche sous un tel lieu commence à perdre de la matière, ce ne sont pas seulement des géologues qui se penchent sur une carte. Ce sont des villes entières qui commencent à vaciller sans encore oser se l'avouer. En moyenne, près de 28 millions de visiteurs passent chaque année par le secteur des chutes. Cela signifie des flux constants d'autocars, de véhicules particuliers, de bateaux touristiques, de restaurants pleins, d'ascenseurs qui montent et descendent, de promenades sur passerelles, de maintenance quotidienne, de commerces saisonniers et d'activités de services structurées autour d'une hypothèse tacite. Les chutes seront là demain, exactement là, suffisamment stables pour que l'on continue à bâtir l'économie du lendemain matin. Or, ce que l'anomalie de mars 2026 introduit dans ce système, ce n'est pas simplement la peur d'un effondrement, c'est la corrosion de cette hypothèse. Une portion du public peut encore entendre infiltration souterraine comme une formule abstraite. Pour les exploitants locaux, cette formule signifie autre chose. Fermeture possible, restriction d'accès, déplacement des zones d'embarquement, réévaluation des charges admissibles, interdiction temporaire de certaines passerelles, perte de fréquentation, augmentation des primes d'assurance, réduction des réservations, rumeurs, puis doutes, puis chute de confiance. Et dans une économie touristique, la confiance est presque aussi importante que la géologie. Maria Kowalski, propriétaire d'une petite maison d'hôtes sur River Road depuis plus de 20 ans,
n'a pas découvert l'affaire dans un communiqué officiel. Elle l'a apprise comme on apprend souvent les vraies nouvelles dans une ville frontalière, par capillarité humaine, par un voisin, par une conversation incomplète à la sortie d'une école, par quelqu'un qui connaît quelqu'un travaillant près d'un ouvrage sensible. Dans une déclaration reprise par un journal local quelques jours plus tard, elle résume d'une phrase toute la vulnérabilité de la région. On a survécu aux fermetures, aux travaux, aux saisons mortes, aux crises. Mais on survivait parce que les chutes, elles, continuaient. Cette phrase paraît simple. En réalité, elle expose la dépendance absolue du tissu social à une permanence géologique que personne n'a jamais réellement possédée. Il y a aussi les travailleurs des quais, ceux qui ne regardent pas la cataracte comme une icône, mais comme un horaire. Les équipes d'embarquement, les agents de sécurité, les techniciens de maintenance, les personnels chargés des ascenseurs, des batteries de pompage, des balisages, des accès de service au pied de la gorge. Pour eux, la mention d'une zone nécessitant une évaluation immédiate n'a rien d'un jargon. Cela veut dire « est-ce que je me tiens encore au bon endroit ? Est-ce que ce que j'ai sous les bottes est une plateforme ou une promesse en train de se rompre ?» Dans les infrastructures confrontées aux risques géotechniques, le langage officiel est toujours plus doux que l'expérience vécue. On dit surveillance renforcée, les équipes entendent nous ne sommes plus sûrs. On dit restriction préventive, les travailleurs entendent le sol n'a plus la même valeur qu'hier. On dit évaluation complémentaire, les riverains comprennent personne ne veut encore prononcer le mot fermeture. Sur la rive canadienne comme sur la rive américaine, la situation devient rapidement plus complexe que la seule question du tourisme. Car Niagara n'est pas seulement contemplé, il est exploité énergétiquement. Les ouvrages hydroélectriques du secteur, adossés à un système de dérivation extrêmement encadré, fournissent une puissance qui irrigue des millions de foyers et d'activités des deux côtés de la frontière. Quand un système géologique se dérègle sous un site de production et de dérivation aussi stratégique, l'onde de choc sort du cadre local. Les ingénieurs doivent alors poser des questions que le grand public n'entend presque jamais. Une modification du cheminement souterrain de l'eau affecte-t-elle la stabilité de certains appuis ? Un élargissement de fracture modifie-t-il la répartition des contraintes à proximité d'un ouvrage ? Faut-il ralentir, dévier différemment, réduire certaines opérations ? Chaque décision de ce type a un coût. Chaque coût a un calendrier. Et le calendrier administratif est toujours plus lent que celui d'une dissolution sous pression. C'est là que le facteur humain devient le plus cruel. Les scientifiques parlent en probabilité, les responsables politiques en procédure, les habitants en facture. Une baisse d'activité touristique ne se traduit pas en perte de confiance du marché, mais en chambres vides, pourboires absents, heures supprimées, crédits reportés, rénovations annulées. Un périmètre de sécurité ne signifie pas seulement une zone rouge sur une carte, il signifie un kiosque fermé, un vendeur sans saison, un bateau à quai, une file d'attente qui ne se formera plus. On oublie souvent que les catastrophes naturelles tuent parfois lentement avant de tuer brutalement. Elles étranglent d'abord les marges, la stabilité économique, les petites entreprises, l'endurance psychologique de ceux qui vivent à l'ombre du risque. Les responsables municipaux, eux, se retrouvent pris dans un piège classique des crises géologiques. S'ils parlent trop tôt, ils précipitent la panique et détruisent une partie de l'activité qu'ils cherchent à protéger. S'ils parlent trop tard, ils passent pour ceux qui savaient et n'ont rien dit. Ce dilemme produit partout le même type de langage: prudence, coordination, évaluation, suivi, coopération binationale. Pendant ce temps, dans les cafés, les halls d'hôtels, les couloirs d'entretien et les garages municipaux, la langue devient plus directe. Est-ce qu'ils vont fermer le quai ? Est-ce qu'ils savent quelque chose qu'ils ne disent pas ? Est-ce qu'on doit annuler l'été ? Voilà la vraie sismographie sociale d'une crise de fondation. Elle ne s'inscrit pas seulement dans la roche, elle s'inscrit dans les voix. Il existe aussi une violence plus intime, moins visible que les chiffres. Imaginez les habitants qui ont grandi avec le bruit des chutes comme bruit de fond permanent. Ce grondement a pour eux la même fonction qu'un clocher ou qu'une houle pour d'autres villes. Il rythme l'espace, rassure, identifie. À Niagara, la chute d'eau n'est pas simplement un spectacle extérieur, elle est une présence quotidienne, presque un organe du paysage. Quand commencent à circuler les mots cavité, fissure, vide, infiltration active,
quelque chose se dérègle dans le rapport psychologique au lieu. Le sublime bascule. Ce qui hier semblait grandiose paraît soudain précaire. Ce qui hier était un miracle devient une charge. Ce qui hier attirait les regards commence à faire lever les yeux différemment, comme si chacun cherchait désormais à lire à travers la brume ce que personne ne peut voir. Des scientifiques eux-mêmes le disent à demi-mot dans les transcriptions techniques. L'un d'eux, interrogé à la sortie d'une réunion, aurait lâché « Le vrai problème n'est pas seulement ce qu'on perd, c'est ce qu'on continue à faire comme si on ne le perdait pas. » Cette phrase résume toute la tragédie humaine de Niagara en 2026. Les hôtels ouvrent, les cars arrivent, les bateaux embarquent, les selfies se prennent. Les projecteurs colorent encore la chute à la tombée du soir. Et sous cette continuité presque obscène, la roche s'amincit. C'est cela, le coût humain d'un système naturel qui se défait lentement. Les gens doivent continuer à vivre au-dessus d'un diagnostic incomplet, continuer à travailler au-dessus d'un processus invisible, continuer à sourire à des visiteurs au bord d'une gorge que des rapports décrivent déjà comme compromise. La catastrophe, ici, n'est pas encore un fracas unique. Elle est une cohabitation insoutenable entre le fonctionnement normal du monde humain et le dérèglement silencieux du monde minéral. Et plus cette cohabitation dure, plus elle devient dangereuse. Parce qu'un jour, la frontière entre les deux cesse d'exister. Ce jour-là, la géologie n'est plus en dessous de la société. Elle remonte brutalement à sa surface. Une semaine après l'alerte initiale de 6h17, le problème n'a pas disparu. C'est même l'inverse qui rend la situation si inquiétante. Rien, dans les données de suivi, n'indique un retour spontané à l'équilibre. L'eau continue de manquer dans les bilans visibles. Les capteurs continuent d'enregistrer des variations de pression compatibles avec une circulation souterraine active. Les équipes continuent de comparer des séries temporelles heure par heure en espérant trouver une inflexion, une stabilisation, une pause. Mais les systèmes karstiques n'offrent pas ce genre de consolation. Une fois qu'un chemin préférentiel s'ouvre dans une roche soluble et qu'il est alimenté sous pression, il ne se referme pas parce qu'on ne souhaiterait. Il s'élargit, il se connecte, il réorganise la circulation. Le pendule continue de battre et chaque battement a le même sens. Plus de vide, moins de matière, moins de marge. La grande question désormais n'est plus de savoir si le phénomène est réel. Elle est de savoir à quelle vitesse le visible sera rattrapé par l'invisible. Les scénarios techniques discutés dans l'urgence ont tous quelque chose de profondément imparfait. Le premier, le plus instinctif, consiste à injecter des matériaux de colmatage dans les fractures, à grouter, sceller, remplir, tenter de redonner à la fondation une cohésion artificielle. Sur le papier, la méthode est connue. Les barrages, tunnels, culées et ouvrages de fondation ont recours depuis longtemps à ce type d'intervention. Mais Niagara n'est ni un barrage classique, ni une carrière isolée. C'est un système transfrontalier, soumis à des débits colossaux, à des contraintes géométriques complexes et à une surveillance politique permanente. Injecter sous l'un des sites les plus célèbres du monde n'est pas un simple geste d'ingénieur. C'est une opération qui engage deux pays, des agences multiples, des budgets massifs, des procédures environnementales, des chaînes de responsabilité et des délais qui ont tendance à s'étirer exactement au moment où la géologie, elle, accélère. Le deuxième scénario consiste à modifier la gestion hydraulique elle-même, réduire certains flux, ajuster les dérivations, alléger ponctuellement la charge sur les zones les plus sensibles. Là encore, chaque solution technique devient immédiatement une question économique et diplomatique. Réduire un débit ici, c'est affecter une production là. Préserver une zone d'appui, c'est potentiellement déplacer une contrainte ailleurs. Maintenir la beauté réglementaire des chutes, garantir la sécurité des visiteurs, protéger les intérêts énergétiques, respecter les accords de partage de l'eau et répondre à un risque géotechnique actif, en théorie, tout cela peut être coordonné. En pratique, chaque objectif entre en collision avec les autres. Et pendant que les acteurs institutionnels arbitrent, la dissolution continue à travailler sans procès-verbal. Le troisième scénario, celui que personne n'aime évoquer publiquement tant il change la nature même du lieu, est celui du renoncement partiel. Condamner certaines plateformes, déplacer durablement des accès, fermer des secteurs bas, restreindre l'embarquement de certaines activités touristiques, admettre que la topographie exploitée depuis des décennies n'est plus compatible avec le niveau de risque acceptable.
C'est souvent ainsi que les catastrophes commencent à exister officiellement. Non pas quand elles détruisent tout, mais quand les autorités cessent de permettre l'usage normal d'un espace. Le public lit alors dans les barrières ce que les rapports n'osent pas écrire. Et si ces barrières apparaissent à Niagara, le message sera impossible à ignorer. Il dira que la merveille n'est plus seulement surveillée, elle est entrée dans la phase où l'on recule devant elle. Certains scientifiques, dans les transcriptions qui circulent depuis les premiers briefings, emploient des formulations d'une gravité presque nue. Le mécanisme ne s'auto-corrige pas, dit l'un. Nous discutons du rythme, pas de la direction, dit un autre. Cette deuxième phrase est peut-être la plus terrible de toutes, car elle retire au débat sa dernière illusion. On peut encore se disputer sur le délai avant une expression de surface, sur la probabilité d'un affaissement local plutôt que d'une rupture plus large, sur la réponse exacte de la crête aux pertes de support. Mais le sens du mouvement n'est plus contesté. Le système ne se répare pas tout seul. Il se dégrade selon sa logique propre. Et cette logique pourrait dépasser Niagara lui-même. C'est un autre niveau d'inquiétude, plus discret mais plus vaste. L'escarpement du Niagara n'est pas un accident ponctuel sans relation avec son environnement. Il s'inscrit dans une grande structure régionale qui traverse plusieurs territoires, relie des contextes urbains, industriels, portuaires, hydrauliques. Si l'accélération observée au point de décharge le plus célèbre du bassin révèle un comportement plus général de certaines roches carbonatées sous contraintes hydrologiques prolongées, alors Niagara n'est pas seulement une crise locale, c'est un signal. Un avertissement lancé depuis l'endroit le plus visible du système pour indiquer qu'ailleurs, sur d'autres portions moins surveillées, d'autres faiblesses pourraient mûrir en silence. Les conséquences d'un tel soupçon sont considérables. Car une société moderne tolère plus facilement un événement isolé qu'une remise en question de son socle. Un glissement de terrain, un éboulement, une fermeture ponctuelle, on sait les raconter. Mais découvrir qu'une formation géologique exploitée depuis des générations pourrait réagir plus vite qu'attendu à la circulation de l'eau, c'est autre chose. Cela oblige à reconsidérer les cartes de vulnérabilité, les ouvrages hérités, les stations de pompage, les berges aménagées, les conduites, les routes, les structures portuaires, parfois même les fondations urbaines. Ce genre de doute coûte des fortunes avant même d'avoir produit sa première rupture spectaculaire. Et il ronge la confiance publique comme l'eau ronge le calcaire, progressivement, sans bruit, jusqu'au moment où la forme extérieure ne correspond plus du tout à la solidité intérieure. La scène la plus troublante reste pourtant la plus simple. Vous pouvez vous tenir ce soir au bord des chutes, côté américain ou côté canadien, et voir exactement ce que des millions d'êtres humains sont venus voir avant vous. Le panache blanc. La masse liquide qui bascule. Le rugissement, la vibration de l'air dans la poitrine, le halo de gouttelettes qui colle à la peau. Tout semblera intact. Tout semblera démentir l'idée même de disparition. Et pourtant, c'est là toute la cruauté de cette histoire. L'anomalie ne retire pas d'abord la beauté. Elle retire la matière qui permet à la beauté de continuer. Elle ne vide pas le paysage sous vos yeux. Elle vide le support de ce paysage. Elle n'annule pas immédiatement la chute. Elle commence par creuser ce qui lui donne sa forme. Les chutes tombent encore, pourrait dire un responsable devant les caméras. Oui, elles tombent encore. Mais une partie de leur avenir est déjà en train de se dérober sous elles. Ce que les visiteurs voient reste un monument. Ce que les ingénieurs mesurent devient une échéance. Et cette échéance n'a rien d'abstrait. Si la fracture principale s'élargit, si les vides connectés augmentent, si la perte d'eau persiste ou s'accroît, alors les prochains mois peuvent transformer une anomalie technique en crise d'infrastructure, puis une crise d'infrastructure en événement géologique majeur. À ce stade, le mot catastrophe ne désigne plus une exagération narrative. Il désigne la convergence de plusieurs vérités qui, séparées, semblent gérables, mais qui, ensemble, deviennent explosives. Une roche soluble, un débit colossal, une fondation ancienne, une économie dépendante, une coopération institutionnelle lente, un site saturé de visiteurs, et sous tout cela, un processus irréversible à l'échelle humaine. Voilà l'avertissement final. Niagara n'est pas en train de disparaître dans un grand geste théâtral que le monde entier remarquerait au même instant. Niagara disparaît de la manière la plus inquiétante possible, par en dessous, par perte de support,
par dilution de sa certitude. En ce moment même, l'eau continue de trouver les fractures. En ce moment même, la roche continue de négocier sa résistance avec la pression, l'acidité, le temps. En ce moment même, les institutions calibrent leur langage pendant que le sous-sol, lui, a déjà choisi le sien. Et le sous-sol parle toujours la même langue. Il ne promet rien. Il ne s'explique pas. Il avance. Battement après battement. Heure après heure. Galon après galon. Jusqu'au moment où ce qui semblait éternel rejoint enfin la liste très longue des choses que l'humanité a prises pour permanentes juste avant de découvrir qu'elles ne l'étaient pas.